Bonjour à tous et bienvenue. Merci à vous qui nous rejoignez ce matin en live ou en replay pour ce comptoir Octo où nos experts vont parler d'intelligence artificielle, d'IoT, de Edge et de cloud computing. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui un POC, un Proof of Concept, où l'IA est utilisée pour détecter en temps réel la corrosion lors des inspections de navires par drone. Vous en doutez, pas mal de questions nous ont traversé. Comment associer l'IA à une inspection par drone? Le cloud est-il ou faut-il embarquer le calcul à bord du drone? On observe ces dernières années une montée en puissance du cloud et de ses capacités de calcul quasiment infinies. Et on voit que le calcul sur Edge peut être une alternative bien plus pertinente, notamment lorsqu'il s'agit d'embarquer de l'IA et de l'adapter aux contraintes du drone. Nous verrons en quoi ce use case a su profiter de la puissance du cloud ainsi que de la portabilité de l'Edge. Ce projet a été co-réalisé avec nos clients Mathieu Pujot et Vincent Joly, que nous remercions chaleureusement de leur présence et qui introduiront ce use case porté pour Bureau Veritas Marine and Offshore. Louison Roger, notre expert Octo des sujets Augmented Industry, qui a co-développé ce POC, vous présentera la dimension plus technique de ce projet. Et moi-même, Céline Bouéry, senior au conflit chez Octo Technologies, géo de la transformation digitale pour nos clients, comme j'aime à dire. J'ai le plaisir d'animer ce comptoir aujourd'hui. Alors, vous pourrez à tout moment interagir ou poser vos questions dans le chat. On prendra un temps d'échange à la fin de présentation pour répondre à toutes vos questions. Je vous invite dès maintenant à couper vos micros et caméras pendant notre présentation et à ne les rallumer qu'au moment de la session de questions-réponses. Je passe la parole maintenant à Mamadi Keita, notre partenaire de la tribu Connected Experience, qui va commencer par introduire les notions de Edge et de Cloud Computing et les principaux enjeux business qu'ils permettent d'adresser chez nos clients. Mamadi, à toi de jouer. Ouais, merci Céline. Donc bonjour à tous. Donc pour aller dans le vif du sujet, le sujet justement, il est lié aujourd'hui dans ce qu'on va vous présenter à la volonté de pouvoir évidemment capturer au plus proche les informations qui décrivent le monde qui nous entoure, passer du monde physique au monde digital, c'est-à-dire capturer des mesures ou des événements qui se déroulent dans les activités, les processus que l'entreprise met en œuvre, dans le but de les piloter plus finement, de les optimiser, d'en tirer de la valeur, évidemment. Et ça, finalement, c'est des problématiques qui existent depuis plusieurs dizaines d'années. Et déjà, dans les années 80, on s'appuyait sur des systèmes qu'on appelait des SCADA, avec des interfaces avec des machines qu'on appelait des PLC, qui continuent d'exister d'ailleurs, mais qui avaient un certain nombre de caractéristiques. C'était des systèmes qui étaient conçus pour être très très fiables, qui permettaient le temps réel, le pilotage des équipements industriels, des centrales, etc. Omar Simpson, derrière son panneau, c'est un SCADA. Mais ces systèmes étaient quand même relativement fermés, pour des raisons de sécurité principalement, et puis aussi de simplicité, parce qu'on cherchait l'efficacité. Et en fait, ils s'appliquaient qu'à des univers contrôlés. Donc d'un point de vue business, finalement, ça limitait ou restreignait ce genre d'utilisation, cette utilisation de cette technologie à des domaines très spécifiques. Dans les années 90, on a vu finalement la conjonction d'un certain nombre de facteurs, la baisse du prix des semi-conducteurs et du matériel informatique au sens large, les capacités de bande passante qui ont décuplé, et puis l'émergence des solutions Internet, qu'on finalement fait émerger ce qu'on appelle les solutions IoT pour Internet des objets, là, que vous connaissez certainement, et qui visent l'IoT, c'est un pattern d'architecture tel qu'on le voit chez Octo, qui fédère un certain nombre de technologies pour collecter des données du terrain, de capteurs, et les mettre à disposition d'utilisateurs ou de business pour pouvoir les traiter dans des processus. Donc, ces données, elles sont collectées dans une plateforme centrale. À cet endroit-là, elles sont retraitées. Possiblement, elles sont très massives, donc il faut beaucoup de puissance dans cette plateforme. Possiblement, elles sont rapprochées soit de données d'entreprise internes ou de services externes, météo, quels que soient les autres services auxquels on peut accéder à l'externe. Et puis, l'arrivée du cloud et du cloud public en particulier a permis de booster ce type de solution, notamment parce que le cloud a cette caractéristique d'être élastique, au sens où on paye ce coût de solution et l'infrastructure qu'à l'usage. Et donc, ça a permis de faire des expérimentations en essai-erreur sans prendre de gros risques financiers,
et en étant en capacité finalement d'ajuster la solution jusqu'à trouver un bon use case, un bon compromis d'utilité pour le consommateur ou l'entreprise, et puis de profitabilité, tout en étant performant, j'ai envie de dire. Et on a pu, justement, parce que ça coûtait peu cher et parce que ces solutions sont élastiques, finalement trouver ces use cases pertinents et pouvoir sécuriser l'industrialisation, toujours en s'appuyant sur cette élasticité. Donc ça, c'était top. Par contre, la plupart de ces systèmes, ils sont basés grandement sur des technologies web qui ne sont pas toutes fiables en termes de qualité de service. Et quand je dis fiable, je veux dire fiable à 100%. Quand on envoie un message, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va arriver sur des technologies de type HTTP et autres. Et donc, ça restreint encore l'utilisation à un certain nombre de processus. Typiquement, si on n'a pas de cette hyper fiabilité, alors pas de temps réel, a priori, parce que si je fais une commande à un processus critique, là, je veux fermer une vanne d'une conduite qui distribue du gaz à haute pression, j'ai envie qu'elle se ferme tout de suite au moment où je la commande. Je n'ai pas envie d'attendre peut-être une seconde ou deux que l'ensemble de la commande fasse le tour du réseau. Et donc, ça interdit finalement l'utilisation de ces technologies pour ce type de processus. Et ça interdit aussi une certaine forme d'autonomie, puisqu'on a tout le temps besoin d'être connecté. Donc, ce mouvement en fait, d'accélération sur les capacités de traitement, il a continué jusqu'à maintenant, où maintenant on est en capacité d'avoir finalement des petites unités de calcul. On parle de Raspberry Pi, mais il y a tout un tas d'autres produits qui sont plus ou moins spécifiques, mais qui sont dans un coût relativement limité et qui consomment beaucoup de puissance de calcul comparé à ce qui était disponible dans les années 80 et qui peut être déployé localement. L'avantage de cela, c'est que finalement, on peut déployer ces capacités de calcul sur le terrain, et donc, c'est ce qu'on appelle l'edge, au bord du réseau, au plus proche du réseau. Et là, avec ce type de technologie, on a l'ambition de trouver une réponse aux besoins de temps réel et d'autonomie, puisque au plus proche du réseau, on va pouvoir justement avoir des échanges plus rapides, potentiellement en cas de coupure de connectivité. On va pouvoir continuer dans ce réseau local, en fait, dans cet espace local, continuer à avoir des échanges, une logique applicative qui s'applique aux objets. Et du coup, on règle finalement un des manques qu'il y avait dans les architectures IoT, j'ai envie de dire, du début des années 2010. Donc évidemment, la plateforme cloud dans ce cadre-là, elle continue d'exister. Elle a là, cette fois-ci, le rôle plutôt d'assurer une coordination entre tous ces composants et potentiellement avoir une supervision de l'ensemble de la solution. Donc, la question qu'on pose aujourd'hui ou qu'on va essayer d'éclairer, elle est relativement simple. C'est jusqu'où il faut aller dans le basculement vers l'edge. Est-ce qu'on passe d'un toute solution IoT centralisée à un tout edge avec simplement des capacités de calcul qui sont déployées de façon très granulaire sur le terrain? Alors, ça me permet d'enchaîner sur la slide suivante d'introduction. Céline, s'il te plaît. Ouais. Donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce type d'assemblage Cloud plus Edge, on peut le retrouver dans toutes les industries, et il sert toutes les industries, en particulier quand on a besoin d'avoir soit du temps réel, soit de l'autonomie sur le terrain, soit le besoin de traiter très rapidement un certain nombre de données. Donc ça, c'est vrai particulièrement sur les industries manufacturières. Et si on revient sur le cas de la détection en temps réel, par exemple, nous, chez Octo, on a aussi l'expérience de la réalisation d'un cas de détection en temps réel de défaut sur des lignes de production. Sur ces lignes de production, on va vouloir par exemple, détecter très rapidement s'il y a un certain nombre de défauts sur les produits qui sont produits. Et donc ça, c'est possible, notamment avec des solutions Edge, parce qu'on peut déployer sur la chaîne de production des capacités pour filmer ou prendre des flux vidéo de l'ensemble des pièces qui passent sur la chaîne, analyser en temps réel grâce à un modèle qui aura été déployé sur ces capacités Edge, analyser en temps réel finalement le flux vidéo et renvoyer un ordre spécifique. Je mets la pièce de côté, je fais un traitement particulier en fonction de chacune des pièces qui aura été scannée et passée dans le champ de vision de la caméra.
Donc ça, c'est top parce que du coup, on arrive à finalement mettre en place un système qui est rapide, donc qui s'inscrit complètement dans le flux de traitement du processus de l'entreprise, qui est avec une grande précision. Et ils sont réalisés donc directement sur le hardware qui est déployé sur le terrain. Et donc, même en cas de situation de connectivité très faible ou pas de connectivité, eh ben, on peut avoir une continuité de service qui est assurée. Donc, on verra notamment dans la deuxième partie du comptoir l'intérêt du Edge, en particulier qu'on recherche de l'autonomie dans un environnement qui n'a pas de connexion. Et donc là, je laisserai le Bureau Veritas vous expliquer la façon dont on a produit ces éléments. Alors, donc évidemment, pourquoi pas, finalement, après toutes ces caractéristiques, pourquoi pas tout basculer dans l'Edge et délaisser finalement le cloud. Donc, si on revient sur le cas que je vous décrivais juste avant, à savoir la détection de défauts sur une chaîne de production, on imagine facilement qu'en plus de cette détection de défauts, qui est finalement une action spot, j'ai envie de dire, ça pourrait être super pour le management de l'entreprise, pour la direction de l'usine, de rajouter quelques fonctionnalités comme avoir un tableau de bord qui liste tous les défauts qui sont identifiés sur toutes les chaînes de production. Ça pourrait être top de pouvoir exécuter des analyses d'un autre type de défaut, puisqu'effectivement, comme on entraîne ces reconnaissances de défauts sur des défauts particuliers, peut-être qu'il y a des nouveaux défauts qui arrivent ou des nouveaux types de vérification jauge qu'on a envie de mettre en place, ben, ça pourrait être intéressant de pouvoir les déployer de façon coordonnée sur l'ensemble de ces capacités. Et puis, si on ouvre une nouvelle usine, et on voudrait pouvoir faciliter le déploiement de ce type de traitement. Donc, sur tous ces besoins, là, on voit bien que là, il y a un besoin de coordination de l'ensemble des composants. Et donc, il y a toujours un intérêt à avoir une plateforme centrale, finalement, qui gère cette flotte d'edge, entre guillemets, qui la coordonne, voire qui fait des traitements d'agrégation de l'ensemble des activités qui sont réalisées localement. Donc, on revient en fait finalement sur les basiques, hein, qui est de dire l'architecture, c'est une discipline de compromis, donc c'est rarement toute une solution ou toute l'autre, c'est souvent un bon équilibre entre les deux. Et donc, plutôt de concevoir une solution qui est uniquement déployée sur de l'edge ou bien une solution qui est uniquement dans le cloud, évidemment, l'architecture, elle va souvent s'appuyer sur les deux capacités, j'ai envie de dire, en fonction d'un certain nombre de critères qui sont liés à la bande passante, au volume de données qui doivent être traités, aux besoins d'autonomie ou de temps réel. C'est ça qui va nous permettre d'ajuster, j'ai envie de dire, le curseur entre plus de cloud, plus d'edge, et bien le positionner entre les deux. Évidemment, il n'y a pas une solution unique pour l'ensemble des plateformes IoT, mais c'est bien, ou des solutions d'IoT, et c'est bien cas par cas, problématique par problématique qu'il va falloir aborder justement ce trade-off, en tout cas cette mise en équilibrage entre les différentes capacités. Voilà pour l'introduction. Je passe la main à nos amis du Bureau Veritas. J'espère que ça vous a permis de bien rentrer dans le sujet. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à poser des questions quand vous penserez que c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup, Mamadi, pour cette intro. Vincent et Mathieu, du coup, je vous laisse introduire le contexte de ce use case. Merci, Mamadi. Merci, Céline. Donc, petite introduction sur le groupe Bureau Veritas. Bureau Veritas est un groupe qui a une longue histoire. On a 200 ans d'âge. On est présent dans à peu près tous les secteurs de l'industrie, dans l'activité d'inspection, test et certification. Pour le cas d'usage qu'on vous présente ce matin, donc, il s'agit de la division marine et offshore. Céline, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc quelle est notre activité? Notre activité pour la division marine et offshore, c'est de vérifier la conformité des navires, des plateformes pétrolières, de plateformes éoliennes, enfin tout ce qui flotte par rapport à un règlement. Donc il s'agit d'approbation de plans, revue de design, inspection lors de la construction, certification des équipements qui vont rentrer dans la construction et visite périodique des navires en service pour pouvoir leur maintenir cette certification.
Donc, vous voyez, nos clients, il s'agit de chantiers, d'armateurs, d'opérateurs oil and gas, etc. Et indirectement, des compagnies d'assurance, des clubs P&I, etc. Donc, vous voyez qu'on est présent dans à peu près tous les pays du monde. On a 180 stations et 2600 employés, un petit peu plus aujourd'hui, 2700, pour la division marine et offshore, sur un total du groupe qui fait presque 80 000 employés. Slide suivant. Donc voilà, pour vous décrire un petit peu le contexte de ce cas d'usage, il s'agit des inspections en service pour la maintenance de la classification. Donc il s'agit d'évaluer la condition de la structure des navires. Donc, vous voyez un petit peu sur ces images à quoi ça peut ressembler. Donc vous voyez, pour un super pétrolier comme celui que vous avez en photo, il s'agit d'inspecter plus d'une dizaine de citernes à cargaison, plus d'une douzaine de citernes ballast, et vous voyez un petit peu les volumes que ça représente, donc 33 000 m3, on parle de volumes qui font en gros 50 mètres par 22 mètres par 30 mètres. Si je vais faire une comparaison, il s'agirait un petit peu d'aller inspecter toutes les pierres d'une cathédrale. Et vous voyez un petit peu dans quel état on peut trouver les structures. Donc, vous voyez, voilà. Et l'application qui nous intéresse ici, c'est la détection de corrosion. Vous voyez que la corrosion, c'est quelque chose d'assez complexe. Ça peut prendre des formes très variées, des couleurs assez variées. Avant d'aborder tout de suite le projet et le POC, donc ceci s'inscrit dans le programme Digital Class, qui a pour objectif de transformer notre modèle opérationnel grâce aux technologies digitales et principalement l'axe Remote and Augmented Survey, qui veut dire des inspections à distance, entendre par là que l'inspecteur reste au bureau et a accès à distance au navire. Également, ce qu'on appelle chez nous le RIT, ce qui veut dire la mise en œuvre de moyens de robotique. Donc, l'inspecteur peut être à bord, mais c'est juste ses yeux qui sont embarqués dans des drones, dans des mini-sous-marins, etc. Ces deux modèles, donc ce que j'appelle le Remote Survey et le RIT, finalement, ils sont disruptifs de notre activité. Pourquoi ? Parce qu'ils génèrent de la donnée là où vous aviez, pour caricaturer, originellement des inspecteurs qui prennent des notes sur leur petit cahier. Et donc, toute cette donnée digitalisée a donc une valeur et on a pour objectif, à travers ce projet, de capitaliser l'expérience de nos surveilleurs à travers une solution digitale qui va permettre des applications de formation interne et d'autres développements par la suite. Donc voilà, l'objectif du POC qu'on s'est donné, c'est de déployer notre modèle de machine learning existant on edge, donc dans le cadre d'une inspection réelle. Donc nous avions développé un premier modèle, Mascar CNN, qui faisait donc de la détection automatique de la corrosion et qui était assez complexe, qui allait jusqu'à la classification en type de corrosion. On avait 10 classes. C'était un modèle assez lourd. Et vous voyez qu'il avait un temps de calcul assez conséquent, 1h30 pour un vol de drone, pour une vidéo d'un vol de drone de 8 minutes, ce qui correspond à l'autonomie maximale du drone. Donc, l'objectif qu'on s'est donné, c'est de déployer ce modèle en conditions réelles, avec un retour du modèle en real time, tout en utilisant les capacités de calcul du bord, donc l'ordinateur, le téléphone portable de notre inspecteur, donc ne pas venir avec des capacités de calcul surdimensionnées. Et tout en maintenant les performances du modèle en termes de métriques, recall, précision. Donc, les conditions de ce POC, c'était donc pas d'accès Internet. Vous voyez un petit peu les espaces, l'environnement dont on parle. Évidemment, on n'a pas de connexion Internet dans ces espaces confinés. Il nous faut donc être capable de déployer le modèle offline et
il n'était pas possible non plus d'embarquer le modèle physiquement à l'intérieur du drone parce que le drone est assez léger et pour pouvoir accéder à ce type d'espace. Et donc, il n'a pas la capacité de transporter des CPU. Et dernier point, j'en ai parlé, c'est les conditions réelles pour nos inspecteurs, donc en utilisant leur capacité de calcul. Voilà, je vais laisser la main à Louison qui va aborder un petit peu la partie plus technique. Merci Vincent. Bonjour à tous. Je vais en effet vous parler de l'aspect technique du POC. Donc, pour résumer ce que nous a dit Vincent, c'est que le client avait une problématique de connexion pour l'inspection des cuves de bateau et une problématique de temps réel sur la détection de corrosion par drone. Donc, ils avaient déjà développé un modèle, le Masker CNN, qui avait un temps de calcul beaucoup trop important par rapport au use case. Donc, le gros challenge, ça a été de réduire ce temps de calcul. Donc, ça, juste pour vulgariser, on parle de machine learning, de deep learning. Deep learning, c'est une sous-catégorie de machine learning. Et pour tout modèle, on va pouvoir utiliser les capacités de calcul du cloud pour entraîner le modèle. Et ensuite, on va le déployer là sur le edge, donc sur la tablette de l'inspecteur pour le faire tourner. Donc, au niveau, on n'est pas contraint sur l'entraînement du modèle en tant que tel, mais on est contraint lorsqu'on le déploie pour le faire tourner, pour l'appliquer. Donc voilà, donc ça c'était la problématique générale, problématique technique. On a abordé différents axes d'optimisation. Donc le premier, c'était de se focaliser sur la vidéo en faisant de la diminution de la résolution de la vidéo. Donc jouer avec la taille, j'imagine que vous connaissez bien. On peut jouer aussi avec le nombre de frames qu'on va traiter. C'est-à-dire que sur une vidéo, il y a X frames par seconde. On n'est pas obligé de toutes les regarder. On n'est pas obligé de toutes les donner à notre modèle. Nous, on s'est dit, il me semble que c'est une frame toutes les 3 frames qu'on allait analyser. Parce que voilà, le drone, il a une certaine vitesse, on n'a pas besoin de faire du calcul s'il n'y a pas plus d'informations. En fait. Donc ça, c'était la première voie d'optimisation. La deuxième, ça a été sur la sélection de modèles. Donc Vincent nous l'a expliqué, il y a un use case de détection de corrosion. Ils avaient un modèle qui faisait aussi de la classification par type de corrosion. On s'est dit, OK, on doit réduire le temps de calcul, on va se focaliser sur l'essentiel, à savoir la détection de corrosion. Parmi les modèles de deep learning, il y a 2 grandes familles. La box detection, c'est-à-dire détecter une zone d'intérêt à l'aide d'un carré, d'un rectangle. Et il y a aussi la segmentation. La segmentation, c'est on va dessiner un polygone autour d'une zone d'intérêt. On comprend bien que la détection via le carré est beaucoup moins coûteuse en capacité de calcul. Donc nous, on s'est refocalisé sur une famille moins précise, j'ai envie de dire, mais la famille box detection de modèles. Donc, on a simplifié le scope du modèle pour pouvoir être se rapprocher du calcul en temps réel. Ensuite, donc, on avait choisi, on va dire, notre famille de modèles, notre type, et on a défini le scope. On s'est attaché à réduire le temps d'inférence de notre modèle. Donc, pour ça, on a utilisé des techniques de compression de modèles. C'est-à-dire que comme les fichiers, il y a aussi on peut aussi comprimer des modèles. Le terme technique s'appelle quantiser des modèles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que ça existe. Et d'autre part, on a changé l'architecture. Donc, Bureau Veritas avait développé un modèle Masker CNN, on nous l'a dit. Nous, on s'est tourné vers un modèle qui s'appelle MobileNet SSD. Et comme son nom l'indique, c'est un modèle qui est beaucoup utilisé sur vos smartphones pour différents types de use cases. Donc, c'est un modèle qui est fait pour tourner sur, je vais dire, une petite capacité de calcul. Et la dernière piste d'optimisation, ça a été d'améliorer la performance de l'Edge. Donc, on nous avait dit que l'inspecteur sur site a une tablette Android donc, qui a une certaine capacité de calcul limitée. Et donc, on a cherché sur comment augmenter cette capacité de calcul. Et voilà, il existe des solutions. Voilà, j'en présente une ici, une extension de TPU. TPU, ça veut dire Tensor Processing Unit. Voilà, ça sert à faire du deep learning. Et c'est Google qui commercialise ça. C'est comme une clé USB qu'on va connecter sur un device qui permet d'améliorer cette capacité de calcul. Donc,
Céline, je pense qu'on va pouvoir passer à la solution qui a été proposée. Donc, on a exploré toutes ces pistes. Je vous présente tout d'abord un graphe. En ordonnée, vous pouvez voir le temps de processing d'une vidéo de 5 minutes, une vidéo test, et en abscisse, le nombre de frames traités par seconde de cette vidéo. Donc, vous voyez que la ligne verte, c'était le modèle initial développé par Bureau Veritas. La ligne orange, tout en bas, c'était le MobileNet qu'on a proposé. Donc, on voit qu'il y a entre les deux courbes, si on se fixe, par exemple, à 3 frames par seconde, c'est-à-dire toutes les 3 frames, on va faire tourner notre modèle. Donc, on voit que le modèle initial, ligne verte, il était autour de 2000 secondes temps de traitement de la vidéo, alors que le MobileNet, il va être autour de 300 secondes. Donc, il y a un facteur, quasiment un facteur 20 entre les deux. En fait, en temps d'inférence, on est passé d'1h20 à 4 minutes pour une vidéo d'un temps total de 5 minutes. Donc, on est en temps réel. Au niveau des performances du modèle, elles ont été un peu réduites. Comme je vous l'ai dit, on avait déjà réduit le scope du modèle, c'est-à-dire que notre modèle fait moins de choses que le modèle initial, mais c'était vraiment pour atteindre ce but, cet objectif de temps réel. On a, donc, une fois entraîné sur le cloud, on a déployé le MobileNet SSD, notre modèle, sur une application qui a été installée sur la tablette de l'inspecteur Bureau Veritas. Donc, Céline, on va pouvoir visualiser cette petite vidéo, qui est une vidéo démo. On peut peut-être la voir en plein écran, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc là, on voit qu'on soumet une vidéo à l'application. C'est le modèle qui la traite. Il met 7 secondes pour traiter la vidéo. La vidéo, initialement, elle dure 21 secondes. C'est aussi une donnée test. C'est pour faire une démo un peu rapide. Et on a vu qu'on a détecté 6 frames dans lesquels il y avait présence de corrosion. Donc, on voit qu'on a une poutre métallique avec 2 zones d'intérêt corrodées. Et notre modèle va venir localiser, grâce à ces box, les zones d'intérêt. Donc, c'était une vidéo un peu rapide, mais Mathieu va vous expliquer comment cette application a été déployée et testée dans les conditions réelles de Bureau Veritas. Merci. Merci Louison. Bonjour à tous. Effectivement, qu'avons-nous appris tout d'abord avec ce proof of concept? Alors, tout d'abord, porter notre modèle de détection de corrosion à bord d'un navire pour une inspection a nécessité de faire des compromis, comme l'a expliqué Louison. Nous avons d'un côté accepté de réduire le périmètre du modèle et de l'application et aussi de dégrader ses performances afin de gagner en rapidité de traitement. Par exemple, donc, dégrader le périmètre au-delà d'une... Le premier modèle faisait par exemple, en plus de la détection, faisait aussi la qualification de corrosion, donc on a enlevé la qualification du périmètre. Si je prends l'exemple du choix d'un modèle qui fait des box, qui détecte la corrosion par box et non plus par segmentation, ça nous contraint pour exploiter a posteriori le résultat du traitement à des fins de reporting ou d'autres indicateurs. Alors, ce compromis n'a pas été simple à trouver. Durant le projet, on a eu une période où il a fallu tester, et l'équipe Octo a testé différents modèles, différentes configurations. Vous avez vu certains exemples dans les groupes qu'a présenté Louison. Et toute cette période-là a suscité des attentes et aussi des craintes de la part du métier. Donc ça, c'est le premier lesson learned. Le deuxième, c'est que finalement, le choix du compromis, au-delà des métriques habituelles, c'est-à-dire sur un modèle d'AI, précision et recall, il a fallu aussi s'attacher au retour métier, au ressenti métier sur la pertinence de tel ou tel modèle avec telle ou telle configuration.
pour pouvoir se décider. Enfin, à la fin de ce POC, on peut dire qu'on a atteint notre objectif. On a atteint notre objectif car nous avons une application et un modèle AI qui peut tourner en temps réel, c'est-à-dire on peut connecter un flux vidéo d'un drone lors d'une inspection dans une capacité d'un navire, c'est-à-dire complètement déconnecté de tout réseau, connecter le flux vidéo sur un ordinateur ou une tablette et faire tourner sur la base de cette vidéo en temps réel notre modèle AI qui va attraper les différentes zones de corrosion et guider l'œil du surveilleur. Donc ça c'est un vrai progrès. C'est un vrai progrès qu'on a pu tester en conditions réelles, lors d'une vraie inspection à bord d'un navire, c'était en février. 2 surveilleurs ont participé et ça nous a permis d'avoir leur retour opérationnel, de valider avec eux la valeur ajoutée d'une telle application, que ce soit dans une aide à la décision lors d'une inspection et aussi pour gagner en productivité lors des phases de reporting, par exemple. Si on peut aller sur la slide suivante, voilà. Donc, les étapes suivantes, somme toute assez classiques finalement, c'est-à-dire que nous avions un proof of concept, nous avons pu tester. Nous sommes entrés ensuite dans une phase de prototypage, c'est-à-dire qu'on a fait évoluer d'un côté l'application pour la rendre un peu plus robuste et rajouter certains paramètres afin de se mettre dans les meilleures conditions pour tester tester finement et configurer finement ce qui sort de notre modèle afin d'afficher les meilleurs résultats pour l'inspecteur. Et aussi, nous avons réalisé une deuxième campagne de labellisation et d'entraînement du modèle afin d'améliorer ses performances. Ceci afin de démarrer à partir de juillet une phase pilote, c'est-à-dire déployer notre application auprès de plusieurs inspecteurs avec certaines limites d'usage et un support opérationnel, bien entendu, très proche, pour continuer de démontrer la valeur d'une telle application auprès des métiers et aussi récupérer leur retour opérationnel qui nous permettra de nous mettre dans la meilleure trajectoire pour industrialiser notre solution. À terme, bien sûr, nous voulons déployer massivement la solution auprès de tous nos inspecteurs et capitaliser sur leur retour d'expérience, sur leur savoir, via une amélioration continue de notre modèle pour bâtir en quelque sorte une intelligence collective autour de cette application. C'est vraiment le but ultime qu'on recherche au travers de cette solution. Voilà. Et maintenant ouais, merci beaucoup Mathieu et Vincent pour cette présentation de ce use case. Je vais me tourner vers le chat. Est-ce que vous avez des questions? On ouvre le moment de questions-réponses. Alors, je vais dans le chat. Okay. Peut-être commencer par une première question. Qu'est-ce qui a été pour vous, Bureau Veritas, pour vous, Vincent et Mathieu, le plus compliqué à gérer? On parlait de crainte un peu du métier ou finalement de stress lié aux tests, de recherche, de solutions, d'expérimentation. Qu'est-ce qui a été pour vous? Comment vous l'avez géré tout simplement cette relation justement, proposer un use case, proposer un POC, travailler sur un POC qui doit répondre à des enjeux métiers et qui du coup dans la phase d'expérimentation est un petit peu stressante finalement? Je vais y répondre, Céline. En fait, c'est des problématiques qu'on gère en amont de la phase d'expérimentation. Ça veut dire que chez nous, les métiers sont embarqués
dès la conceptualisation, la spécification, on a des product owners très investis. Par contre, là où la phase est plus critique, c'est plutôt sur le déploiement, l'industrialisation, où la gestion du changement est un point clé. Mais notre règle, notre mantra chez nous, c'est vraiment d'impliquer le métier depuis la première idée jusqu'au déploiement, l'appropriation de la solution, les embarquer dans la gestion du changement et tout ça. Merci Vincent. Mamadi, je peux peut-être compléter la réponse de Vincent sur la réalisation même du proof of concept, parce que c'est vrai que j'ai insisté sur ce point de phase de test et de sélection du modèle et du meilleur compromis. Effectivement, la phase nous a semblé… le point important, c'est que l'avancée de ce projet-là n'a pas été linéaire. Il y a eu une phase, effectivement, où quand on positionne la part du point de vue du métier, finalement, les modèles sont sélectionnés, configurés, on n'a pas les performances attendues, on réessaye autre chose. On n'avait pas forcément le sentiment, le métier n'avait pas forcément le sentiment d'avancer, d'un côté. Et de l'autre côté, pour avancer, finalement, il faut réussir à trouver la bonne balance, le bon niveau de discussion entre les métriques très objectifs, qui sont par exemple le recall, avec le ressenti lors de tests sur des vidéos ou sur des images, et de réussir à faire atterrir avec le meilleur compromis. Voilà. Ça a été une période où il a fallu expliquer ce qu'on faisait, y compris pour l'équipe Octo, et rassurer au travers de métriques objectifs, au-delà aussi des tests et du ressenti. Pour compléter ce que disent Mathieu et Vincent, je pense que c'est une super pratique là, qu'ils ont mis en place. Parce qu'on faut bien garder à l'esprit qu'on est dans des solutions un peu particulières, parce que sur une solution, j'ai envie de dire, classique, une solution informatique classique, on interagit avec un ordinateur dans un cadre finalement très normé. Dans ces solutions en fait, qui font finalement le pont entre le monde physique et puis le monde réel, et puis le monde digital, là, finalement, on est dans un cadre qui est beaucoup moins fermé, beaucoup moins contrôlé. Et donc, l'être humain va faire appel à un certain nombre de sensations ou d'émotions, j'ai envie de dire, dans ses interactions avec le système au sens large. Et donc, c'est ça qui conduit je pense, à des besoins d'accompagnement importants pour être sûr que la solution correspond à ce qu'attendent les utilisateurs, la solution est compréhensible par les utilisateurs aussi, et qu'elle peut s'adapter justement aux différentes interactions qui vont avoir lieu. Donc finalement, moi, ce que je retiens là de ce que décrivaient Vincent et Mathieu, c'est que effectivement, et c'est aussi notre conviction chez Octo, c'est qu'il faut impliquer les utilisateurs dès la phase de démarrage. Et j'ai envie de dire, dans les solutions très orientées Edge, comme c'est le cas là, mais aussi dans des solutions, on va dire, plus standards d'IoT. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes en train de déployer une solution qui va faire de la surveillance d'équipements industriels ou d'équipements de chaud et froid dans des immeubles, ne serait-ce que l'appareillage, c'est-à-dire le fait qu'on est capable d'identifier que tel objet correspond, enfin tel capteur correspond à tel type de mesure physique, ça a l'air d'être assez facile dans le système, mais par contre, ça veut dire que pour l'opérateur qui va faire cette opération d'installation, il va avoir un certain nombre de réactions de ce capteur à gérer, et il faut qu'il puisse l'intégrer facilement dans son cycle de travail. Donc ouais, impliquer les utilisateurs et les personnes qui sont en contact avec la solution dès le démarrage, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent, quoi. Ça marche. Merci Mamadi. Je vois 2 questions dans le chat. On va adresser la première. Première question d'Alizé. Vous diriez que ça a pris combien de temps justement cette phase d'expérimentation pour trouver comment réduire le modèle? Qui veut prendre la réponse? Je peux la prendre. En tout, la mission a duré 1 mois et demi. Donc, il y avait à la fois la partie modèle, mais aussi la partie application. Donc, je pense que la grosse partie du temps était dédiée au modèle, la réduction. Donc, je dirais à peu près 1 mois.
un mois, le temps de prendre connaissance de ce qui avait été fait, de l'existant, d'explorer les différentes pistes d'optimisation et de finalement venir réentraîner un modèle qui satisfasse les temps de calcul et aussi les performances qui étaient attendues par rapport au modèle précédent. Et par rapport au modèle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur à quel point le modèle a été réduit, le nombre de couches avant-après? Alors, comme je disais, c'est deux modèles différents. Le premier, c'était un masker CNN. Donc, c'est des architectures de modèles qui sont connues. C'est-à-dire que vous pouvez chercher sur Internet comment ils sont composés. Honnêtement, je ne l'ai pas en tête. Mais c'est deux architectures de modèles complètement différents. L'un, c'était masker CNN, l'autre, MobileNet SSD, qui ont des couches différentes et des nombres de couches différentes aussi, et qui ont, comme je disais, qui n'ont pas exactement le même scope. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait de la segmentation, l'autre fait de la box detection. Il y en a un qui fait de la détection et de la classification, l'autre faisait uniquement de la détection. Ça va. Voilà. Deux dernières questions. Question de Véronique Sinclair. Bonjour et ravie de vous retrouver ce comptoir, Véronique. Le cloud est utilisé pour la phase d'apprentissage du modèle. Une fois l'application embarquée, il n'y a plus d'apprentissage. Est-ce qu'il n'y a plus d'apprentissage? Alors, je vais prendre la réponse aussi. Mathieu, tu pourras compléter ou Vincent. Oui. Donc, ouais, on utilise le cloud pour ses capacités de calcul pour entraîner le modèle. Donc là, dans le cadre du POC, en effet, on l'a entraîné une fois et on l'a déployé. Faut savoir que c'est un POC. On vous parlera après des next steps d'un projet, mais généralement, ça ne s'arrête pas à l'étape du POC. On va au MVP. Ensuite, à la mise à l'industrialisation de la solution. Alors, lorsqu'on industrialise, on va venir réentraîner le modèle à chaque fois qu'il a une perte de performance. Parce que tout modèle déployé, je m'excuse, tout modèle déployé va être monitoré et donc on va pouvoir le réentraîner au besoin. Clairement, le modèle, il n'est pas statique. Entre la livraison, donc la fin du projet Proof of Concept et maintenant, nous avons déjà fait une campagne de labellisation et d'entraînement. Donc, on a réentraîné le modèle sur 10 000 nouvelles images labellisées et on a redéployé ce modèle réentraîné dans notre application. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement ces boucles d'entraînement et de redéploiement de manière, on va dire, le plus fréquent possible. Ok. Merci à vous tous pour vos réponses. Il est 10 heures. Je propose qu'on passe au takeaway et à la conclusion de ce comptoir pour rentrer et respecter le timing. Mamadi, je te laisse du coup présenter les principaux messages qu'on avait envie de vous passer, que vous reteniez sur… Ouais, très rapidement, donc pour effectivement tenir le tempo. Et d'ailleurs, ça fait le premier takeaway fait quand même écho justement à la dernière question. On voit bien que Edge et Cloud sont complémentaires. L'Edge pour exécuter les traitements localement à un instant donné. Le Cloud pour j'ai envie de dire la préparation de ces modèles, mais aussi dans des architectures plus matures dans la gestion de ce cycle en fait, de mise à jour de façon pratiquement continue qui est possible sur les modèles. Donc on voit bien qu'il faut concevoir l'ensemble d'une solution de ce type avec ces deux pattes, j'ai envie de dire. Donc, takeaway numéro 2 qui est relativement… j'espère que l'intervention qu'on a eue aujourd'hui a été assez explicite sur ça, mais grosso modo, l'Edge, c'est une réponse à des cas vraiment spécifiques, aussi parce que quand on a décrit la mise en œuvre du projet sur le Bureau Veritas, qui est un très bon exemple de ça, c'est qu'il y a des problématiques techniques vraiment particulières, et donc l'effort qui est produit pour les traiter, ces problématiques techniques, elle vaut que dans certains cas, j'ai envie de dire, notamment qu'on a des problèmes de connectivité, qu'on a des besoins de réactivité hyper importants, où il faut traiter un volume de données très proche du terrain. Aujourd'hui, on peut faire de l'AI dans l'hardware, c'est-à-dire qu'on n'est pas
dans l'idée qu'à chaque fois qu'on a besoin de faire de l'analyse vidéo, par exemple, on a besoin de renvoyer les données sur une plateforme centrale et donc on a besoin de connectivité. Non, aujourd'hui, il y a du matériel qui existe de différentes sortes. Donc là, on parlait de tablettes. Il y a des composants qui sont produits comme des sortes de mini-PC où pour moins de $100, vous pouvez avoir des capacités de calcul et d'analyse et de GPU qui permettent de traiter de la donnée et de traiter des modèles. Donc ça, aujourd'hui, c'est possible. Moyennant toute la phase de conception dont on a parlé. Et puis évidemment, et c'était la dernière phase de l'intervention de Mathieu et de Vincent, ce n'est pas uniquement qu'un challenge technique. On voit bien que le déploiement de ce type de solution, c'est un changement de processus dans l'entreprise. Ça a besoin d'être accepté par les utilisateurs et ça a donc besoin d'être accompagné. Hein. On parle souvent d'un projet de transformation. Si ce projet doit être impactant, c'est qu'il bouge des choses, en particulier au niveau des hommes et des process, et donc il faut les prendre en compte dans les phases projet, j'ai envie de dire. Voilà pour les takeaways. Et puis évidemment, donc, chez Octo, on intervient aux différentes phases de déploiement, ou en tout cas de mise en œuvre de ce type de projet. Hein. Dans les phases d'exploration, où là, ce qui est important, c'est de trouver, grosso modo, les bons use cases, ceux qui ont de la valeur, ceux qui sont faciles à implémenter, ceux qui ont du sens. Ensuite, de choisir des technologies hein, et de choisir en fait, la façon dont on va aborder la problématique. Et puis se mettre dans une logique itérative où on va démarrer petit par un prototype, puis un passage en MVP, et toujours dans une logique que cette solution devrait être déployée. Donc en privilégiant en particulier les solutions cloud. Et donc, on peut évidemment vous accompagner sur toutes ces phases. Et je serais ravi, si vous êtes intéressé, de répondre à vos questions. Merci Mamadi. Effectivement, pour toutes les questions, alors qu'on n'aurait pas traité ici pour des demandes d'aide ou envie de prolonger les discussions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un mail smart@octo.com. Vous pouvez aussi retrouver 2 articles sur notre blog qui reviennent donc, sur les usages de l'AI et l'IoT. Et puis, un article un peu plus complet sur le edge computing, pardon. Et quelques éléments du coup d'actualité côté Octo. On vous invite à télécharger notre dernière publication, le livre de Ludovic Saquin, le CEO d'Octo Technologies, qui témoigne, vous raconte 15 ans d'agilité au sein d'Octo. Et je vous invite également à vous inscrire au prochain comptoir. Le prochain est le 1er juillet, la performance enjeu de tous avec notre client Cdiscount. Et le 8 juillet, avec notre client InVivo, on parlera de culture. Un grand merci encore une fois à Vincent et Mathieu de Bureau Veritas pour avoir été présents et de partager du coup ce POC avec vous. Et on vous retrouve très bientôt sur nos réseaux et les autres outils. N'oubliez pas de répondre au sondage. Je crois qu'il y a Pauline qui me fait signe. Un sondage en bas du coup de votre écran sur ce comptoir. Un grand merci encore une fois à tous et à très bientôt.